Martine, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation pour explorer des terrains sur lesquels tu t'es aventuré en France avant beaucoup d'autres. Je ne connais pas le niveau de connaissance de chacun par rapport à cette matière. Ce que je voudrais, c'est simplement que tu nous rappelles, bon, psychanalyste, psychologue depuis une quarantaine d'années. Ta spécificité, c'est que tu as très rapidement ajouté d'autres moyens d'exploration tels que l'hypnose, le MDR, etc., puis la respiration holotropique. On va en parler jusqu'au chamanisme. Et en fait, ce que tu dis, c'est que tu y es venu parce que tu t'es aperçu très vite qu'il y a des zones de nous-mêmes que l'on ne peut rencontrer uniquement avec le verbal. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps comment tu es venu à ces approches et puis on développera après. Je te demanderai après ça de redonner peut-être quelques définitions parce que moi je m'y suis heurté, je ne suis pas spécialiste. Et par exemple, sur tout ce qui est transpersonnel, approche intégrative, etc., ça peut sembler une évidence pour certains, mais à mon avis, ça sera bien de requalifier tout ça. Merci pour ton accueil et merci à vous tous d'être présents. J'aime toujours parler de ma pratique, de la psychologie transpersonnelle, de la psychologie intégrative. La psychologie intégrative, c'est une psychologie qui intègre d'autres domaines plus holistiques, plus modernes, plus contemporains et qui va chercher beaucoup plus loin. Donc, de formation, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et psychothérapeute et j'ai eu la chance de commencer très tôt mon métier. Et très vite, bon, j'ai commencé une analyse quand j'étais très très jeune, à 22 ans. J'ai commencé d'abord une psychothérapie et puis très vite, ma psychothérapeute m'a dit, mais Martine, c'est une Russe, c'est une élève d'Adler. Et j'avais commencé ma psychothérapie parce que j'avais des difficultés. Je vivais une période très très difficile. Donc mes parents, je vivais encore chez mes parents, m'ont dit, mais écoute, fais une psychothérapie, ça va t'aider. Et donc j'ai rencontré cette femme qui s'appelait Madame Fishman, et je dis son nom parce que j'ai plein de gratitude pour elle, parce que c'est elle qui m'a poussée vers ce métier. Et j'ai rencontré auprès d'elle beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité. Elle travaillait un peu hors cadre, tout en étant extrêmement clinicienne. Et elle travaillait avec beaucoup d'affectivité. Donc elle m'a beaucoup inspirée. Et au bout de 3-4 ans de psychothérapie, elle m'a dit, mais Martine, maintenant, faites des études de psychoclinique, psychologie clinique, et vous avez le tissu psychique pour être psychanalyste. Donc j'ai la chance de commencer tout cela très tôt. Et j'ai commencé ma pratique de psy, j'avais 30 ans, 31 ans. Et j'avais commencé une analyse plusieurs années avant. Et puis mon analyse a duré très très longtemps. Est-ce qu'une analyse n'est jamais terminée? Quand on est psy, le travail sur soi ne se termine jamais. Et c'est quelque chose qu'on va faire jusqu'à la fin. Et je me suis aperçue que l'analyse n'allait pas au-delà des limites des mots et qu'il y avait beaucoup de couches de moi-même que je ne pouvais pas atteindre et que les patients ne pouvaient pas atteindre. Et malgré le cadre ouvert que je leur proposais, parce que mon analyse, j'ai fait plusieurs tranches d'analyse, et je crois que celles qui m'ont le plus marquée, c'était celle avec Octave Manoni, dont je parle dans mon bouquin, qui était un compagnon de Lacan, et qui était quelqu'un d'extrêmement créatif. Et la créativité, dans ma pratique, c'était quelque chose d'important, et que j'ai retrouvé chez un autre analyste, qui est un analyste plus classique, qui appartenait à l'Institut de psychanalyse, qui est la chapelle la plus orthodoxe, mais qui savait aussi s'adapter aux patients et puis oublier la théorie quand il était face à la souffrance du patient. Et donc, muni de ces outils, dans mon travail personnel, évidemment, je les ai répercutés dans ma pratique avec les patients. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'appareil psychanalytique. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, je crois qu'il n'y a que des rendez-vous, je faisais partie d'une association
qui s'appelait Yands, qui était une association américaine qui avait une antenne à Paris. Et Yands, ça veut dire en anglais International Association for Near Death States. C'était la première association à s'être occupée à l'époque des expériences de mort imminente. Et cette association avait une antenne, cette association américaine avait une antenne à Paris, et elle avait été créée aux États-Unis par un psychologue qui s'appelle Kenneth Ring. Et donc Kenneth Ring, qui était psychologue, avait observé que dans sa pratique, il recevait des personnes qui lui parlaient d'expériences assez bizarres, de mort imminente, qui étaient au seuil de la mort et qui s'étaient décorporés, qu'ils avaient pu assister à tout ce qui se passait dans l'environnement médical, opératoire. Et il a trouvé ça complètement incroyable. Et toutes ces personnes qui vivaient des expériences de décorporation corporelle et psychique n'étaient au réveil absolument pas irrationnelles, décompensées. Au contraire, étaient complètement fonctionnelles. Donc, ces expériences se sont divulguées très très rapidement aux États-Unis, jusqu'au jour où il y a une antenne qui s'est créée à Paris, et je fais partie de l'équipe de recherche. Mais à l'époque, à Paris, c'était il y a 35 ans à peu près, on était les psys qui s'occupaient de ça, on était des fous. Enfin, je veux dire, on était complètement irrationnels, on était à mettre dans un asile. Enfin, on était très, très critiqués par nos confrères. Et c'est à partir de mon travail, de mes recherches dans cette association Yands, que j'ai connu les travaux de Stanislas Grof. Et un jour, j'ai vu sur une table un flyer, un document qui annonçait la venue de Stanislas Grof, le créateur de la respiration holotropique, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. J'ai su que c'était là qu'il fallait que j'aille. L'atelier s'appelait Mort et Renaissance, Death and Rebirth. Et là, je me dis, mais c'est ça. Faire un travail psychothérapeutique, c'est se déconstruire pour se reconstruire. Et Mort et Renaissance, c'est cela en fait. C'est le travail thérapeutique, c'est la mort du vieil homme, pour laisser émerger ce que l'on enferme en soi, mais qui n'a pas pu encore éclore. Et là, je sentais que je touchais quelque chose d'essentiel. Donc, j'ai vécu une première expérience en tant que participante en respiration holotropique. Puis, je suis partie aux États-Unis me former auprès de Stanislas Grof. Excusez-moi, je suis émue. Et là, j'ai su que j'étais là où je devais être. Et voilà, tu me demandais comment j'en suis arrivée. Et j'avais toujours senti, depuis que j'étais petite fille, qu'il y avait d'autres dimensions, qu'on n'était pas uniquement un corps physique, mais qu'il y avait des dimensions subtiles qui nous entouraient. Je faisais des rêves très, très, très étonnants, mais que maintenant je comprends, mais dont je ne pouvais pas parler à ma famille, parce qu'on n'aurait pas du tout compris ces dimensions. Et j'avais un grand-père qui était un érudit, qui était un homme extrêmement spirituel, qui était un kabbaliste, et malheureusement il est parti quand j'étais très très jeune, mais il a laissé des graines en moi, et je pense que toutes ces recherches que j'ai faites et toute cette maturation qui a commencé lorsque j'étais petite fille est issue de lui. D'ailleurs, il s'appelait Abraham. Donc, il a été mon père spirituel. Ok, alors tu as parlé justement de décompensation. Il y a certainement des personnes qui exercent le même métier que toi ici qui savent très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une décompensation, parce que ça revient à plusieurs reprises dans le livre, et à titre personnel, je ne voyais pas très bien... Décompenser, c'est sortir des limites du moi. Ça serait compliqué d'expliquer tout cela. La respiration holotropique, c'est une approche qui, par un souffle, une respiration accélérée et des musiques évocatrices, vont vous faire rentrer dans un autre état de conscience. C'est-à-dire que la conscience se dilate, elle s'élargit, et on a accès à tout un matériel, qui est un matériel qui peut avoir été refoulé, parce que quand il y a eu souffrance, l'inconscient est très intelligent, il va mettre de côté ce qui est douloureux. Et souvent, le patient nous dit, mais je souffre, mais je ne sais pas de quoi. En fait, il souffre d'amnésie. Et quand on arrive à poser des mots, à revivre l'expérience et à poser des mots, à ce moment-là, on se réintègre. Mais c'est une approche qui n'est pas conseillée à tout le monde, dans la mesure où ça peut provoquer une forme de décompensation
mais tout à fait temporaire pendant l'expérience. Mais après, le patient est complètement réintégré. Après l'expérience holotropique, il y a un moment de verbalisation qui aide à structurer l'expérience, à l'incorporer et à l'intégrer. Donc, moi, je suis très, très vigilante au cadre avant d'accepter quelqu'un dans un groupe de respiration holotropique. Je vais avoir un entretien soit en face à face avec lui ou par téléphone ou par Zoom. Et je vais avoir un entretien clinique avec lui pour savoir d'abord s'il a fait une thérapie. Si le patient, si la personne n'a pas fait de thérapie, je ne la prends pas dans le groupe. Si la personne me dit « Ah, mais écoutez, ça va, oui, mais je vais en très bonne santé, moi je prends quelques médicaments. » Quels médicaments prenez-vous? Ben, je prends des antidépresseurs, bon ça c'est ok. Ah oui, puis je prends un peu de tertian, un petit peu de... Donc des neuroleptiques. Et là, je dis non. Alors, avec beaucoup de douceur. Il faut vraiment être très, très vigilant par rapport au cadre. Et c'est cette vigilance du cadre qui fait que le patient pourra vivre cette expérience en toute sécurité. Voilà. Là, donc, la respiration holotropique, c'est une approche qui met dans un état de conscience non ordinaire, un état de conscience élargi, et qui peut provoquer, si le patient n'est pas structuré, ancré en lui-même, s'il n'a pas un moi fort, ça peut effectivement enclencher une décompensation. Donc se décompenser, c'est perdre ses racines, c'est se déliter. C'est ne plus avoir conscience du réel. Donc la décompensation, c'est un délitement de la structure psychique. Le patient n'est plus du tout opérant dans la réalité. Il construit des châteaux en Espagne, il y croit. Il n'arrive plus à dissocier ses fantasmes de la réalité. Et il est dans une espèce de toute-puissance. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose, tu dis quand même, qui peut se produire, mais où la personne revient quand même dans la... Oui, tout à fait. Oui. Puis les thérapeutes sont expérimentés, on a l'habitude, on a une armature théorico-clinique extrêmement solide, et on est très, très vigilant justement à ne pas accepter des personnes qui ont un moi fragile. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'on voit des groupes de respiration holotropique comme ça s'organiser un petit peu partout, même des séances de respiration holotropique se faire par écran interposé, mais c'est d'une aberration sans nom. Parce que c'est important qu'il y ait des thérapeutes expérimentés à côté des participants et qui sont là aussi pour récupérer le patient. On ne peut pas faire ça par écran interposé. Et on demande aussi aux patients, aux participants, de ne jamais s'hyperventiler tout seul chez eux. Oui, et tu me disais en introduction que tu me parlais d'un groupe là où il y avait 100 personnes et 2 superviseurs. Enfin, 2 superviseurs, 2 thérapeutes. Enfin, 2 thérapeutes, les séances durent, alors j'ai vu, ça dure 1h30, donc les gens s'hyperventilent. Les 2, ce ne sont même pas des thérapeutes, hein, les 2, je sais pas quoi, je sais même pas comment les nommer, disent au groupe... Allez, respirez, respirez, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Ça engendre des décompensations. Et puis, une fois que l'heure et demie est terminée, chacun rentre chez soi. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ne se sont pas réintégrés psychiquement? Parce que parfois, dans un groupe de respiration holotropique, un patient peut nous dire « j'ai l'impression que je ne suis pas complètement là ». Et c'est tout l'art du thérapeute, toute son expérience, toute sa capacité clinique qui va aider le patient effectivement à revenir à cette réalité-ci. On vit dans cette réalité-ci. C'est quelque chose de très très complexe. C'est un travail magnifique, mais qui n'est pas à mettre dans toutes les mains, comme l'hypnose, comme le MDR, comme... Enfin, je veux dire qu'il faut être extrêmement vigilant, et ça, je combats là-dessus. Je forme beaucoup de psy à ces approches, cette approche intégrative, et je répète sans cesse, je martèle, soyez prudents. C'est important de pouvoir dire non à quelqu'un qui vient nous voir pour un travail en état d'expansion de conscience, mais qui n'a pas l'armature psychologique pour ça. À ce moment-là, il faut proposer aux patients une thérapie verbale en face à face, classique, qu'ils contiennent. Voilà. Et il est possible qu'il y ait un certain nombre de personnes qui veulent vivre des expériences, qui justement ne veulent pas attendre et qui trouvent facilement des groupes qui sont prêts à leur faire vivre des choses. Et c'est un peu le danger que tu dénonces de façon assez régulière.
Oui, on est dans un leurre total, on est dans une illusion, on est dans une imposture. Le travail psychique, le travail psychologique, ça demande du temps. Et chaque être humain a un temps qui lui est propre. Et quand on me demande, quand un patient nouveau vient me voir, on me demande combien de temps ça va durer, et je ne sais pas. Et on ne peut pas accélérer le processus intérieur du patient. C'est important de respecter son temps à lui. Alors, il est sûr que quelqu'un qui fait une psychothérapie avec un thérapeute extérieur ou avec moi, et qui peut bénéficier d'un groupe de thérapie holotropique, ça va ouvrir des portes. C'est sûr que ça va ouvrir des portes. Mais ensuite, ce qui a été découvert dans le groupe de thérapie, ça doit être travaillé et perlaboré avec un thérapeute extérieur. Et le matériel que l'on rencontre dans une séance holotropique, c'est un matériel qui est considérable pour travailler. Ça va demander plusieurs séances. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire holotropique, la respiration holotropique. Donc c'est une respiration qui, pendant l'expérience, donc cette respiration hyperventilée, ventrale, sur des musiques très évocatrices, une séance de respiration holotropique, ça dure 3 heures. Vous n'avez pas à respirer comme ça pendant 3 heures. Vous êtes sur ce rythme respiratoire jusqu'à ce que vous sentiez que votre conscience change. Et là, vous n'avez plus du tout la même relation à l'espace et au temps. Et à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre respiration normale. Et vous pouvez, pendant cette séance, rencontrer différents types d'expériences qui vont des expériences psychologiques, personnelles, psychodynamiques, à des expériences de naissance, parce que l'originalité de Grof, c'est d'avoir développé une nouvelle cartographie de la psyché. Il reprend les travaux d'Otto Rank. Otto Rank, c'était un psychanalyste viennois qui était un disciple de Freud, qui avait écrit un livre extraordinaire à l'époque, mais qui a été très critiqué, qui s'appelait « Le traumatisme de la naissance ». Et Otto Rank avait déjà dit que le bébé ne naissait pas table rase, mais qu'il a déjà tout un passé, toute une conscience, des souvenirs qui sont ceux de sa vie intra-utérine. Et il y a un continuum, il y a une correspondance entre l'inconscient du bébé, qui est dans la matrice, et l'inconscient de la mère. Et ce qui est extraordinaire, et ce qui me fascine toujours, ce qui m'étonne, c'est comment, dans une séance holotropique, on redevient bébé, on retourne dans le ventre de la mère, et on a accès à une hypermnésie, à toute une mémorisation intra-utérine. Et lorsque le participant ensuite va confondre ce qu'il a vécu avec le vécu de sa mère, c'est toujours juste. Comme ça. Oui, dans une séance holotropique, on peut avoir accès à différents types d'expériences, qui vont d'expériences psychologiques, psychodynamiques, qui appartiennent à notre histoire, de notre enfance, de notre adolescence, même de notre vie d'adulte, mais qui ont été refoulées, oubliées, parce que trop traumatiques. Mais quand on a oublié quelque chose, il y a une souffrance malgré tout, mais que l'on n'arrive pas à nommer. Et dans cet état d'expansion, de conscience, on a accès à tout ce matériel oublié, ce qu'on appelle une hypermnésie. Donc on peut poser des mots sur la souffrance. Et à ce moment-là, la souffrance va s'estomper. On a accès aussi à la vie utérine, les matrices périnatales. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'originalité de Grof, c'est qu'il a construit une nouvelle cartographie de la psyché. Je ne vais pas vous faire une explication théorique, mais c'est ce travail. En fait, toute notre vie d'adulte, elle a été tissée par les 9 mois vécus dans le ventre de la mère. Et quand on vit des expériences comme celle-ci et qu'on va les confronter avec le vécu de la mère, mais oui, c'est ce qui s'est passé. Comment tu sais? C'est en nous. Donc le corps a une mémoire, le corps se souvient. Il y a donc bien une mémoire cellulaire. Et il y a une expérience qui m'avait beaucoup frappée. Pendant ma formation chez Grof, j'étais amie avec quelqu'un qui faisait sa formation aussi aux États-Unis, et il a découvert pendant son expérience que en fait sa mère avait essayé d'avorter de lui 2 fois avec des aiguilles à tricoter. Il est né en 1945. À l'époque, les femmes, quand elles ne souhaitaient pas la grossesse, elles allaient voir des faiseuses d'anges. C'est bien dire ce que ça veut dire.
Et donc, après 2 tentatives d'avortement, donc il revit ça dans sa séance, il s'aperçoit qu'en fait, il n'était pas désiré, et il avait depuis toujours une dépression. C'était quelqu'un qui vivait tout le temps déprimé, il était toujours down, il avait ce qu'on appelle une dépression endogène, et malgré les antidépresseurs, rien ne pouvait améliorer son mal-être. Donc, et son dessin, parce qu'après l'expérience holotropique, on fait un dessin qui s'appelle un mandala, qui sert à structurer l'expérience, et ensuite il y a un travail groupal pour verbaliser. Donc il me montre son dessin, et son dessin, c'était un cœur rouge, avec plein de sang autour, et des aiguilles à tricoter qui percutaient le cœur. Quand il est rentré en France, parce que la formation se passait aux États-Unis, il a montré ce dessin à sa mère, il lui a raconté son expérience, et l'expérience était totalement réelle. La maman ne savait pas de qui était le bébé, elle avait 2 amants, et elle avait voulu le faire passer. Et cet homme, que je connaissais très bien, me disait toujours, mais je ressens un problème de paternité, j'ai l'impression que mon père n'est pas mon père. Et alors peut-être a-t-il eu une réponse dans cette expérience, mais il a eu aussi une réponse par rapport à sa dépression qu'il traînait derrière lui depuis qu'il était tout enfant. Et alors juste pour poursuivre sur cet exemple-là, est-ce que le fait d'avoir revécu ce traumatisme quand il était dans le ventre de sa mère a fait qu'après il est sorti de sa dépression? Parce que le fait qu'il l'ait vécu, ok, très bien, il vérifie avec la maman, tout ça c'est juste, mais est-ce que ça l'aide véritablement? Alors c'est une très très bonne question. Après, qu'est-ce que l'on fait de ce matériel? Parce qu'il avait une relation aussi conflictuelle avec sa mère. Sa mère était alcoolique. Il avait beaucoup de mal à parler avec elle. Et ils n'ont pas pu... Il lui a dit ça comme... Bon, voilà, c'était factuel. Mais ensuite, ça n'a pas été plus loin. La mère a fermé la porte. Ah ouais. Et lui, mon ami, n'a pas voulu faire un travail en profondeur. Parce qu'il y aurait eu un travail peut-être autour du pardon, peut-être autour aussi se pardonner à lui, parce que c'était un être extrêmement compliqué, extrêmement violent. Et sa violence, est-ce qu'il l'a comprise à partir de cette expérience? S'il n'y a pas de travail ensuite thérapeutique, pour intégrer, il n'y a pas de magie, parce que c'était quand même quelqu'un qui était assez déstructuré. Donc, ensuite, ce qui a été rencontré dans le travail holotropique, ça doit être apaisé aussi. Parce que quand vous découvrez que votre mère a voulu vous tuer, vous avez besoin de vous réparer aussi par rapport à votre propre désir de vie. Si la mère n'a pas voulu son enfant, comment l'adulte peut-il avoir envie de vivre? Il y a tout un travail aussi peut-être de pardon, j'aime pas le mot pardon, mais aussi d'acceptation. Alors, toutes ces approches, elles sont dites transpersonnelles. Est-ce que tu peux expliquer plus précisément? Donc on voit bien qu'on est sorti du cadre de la psychologie, de la psychiatrie originelle, qu'il y a de nouvelles voies qui s'ouvrent, qui prennent une dimension qui est plus large, et donc transpersonnelle et intégrative, la différence et la complémentarité entre les deux, c'est quoi? Alors il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire, c'est que cette voie transpersonnelle et intégrative, travailler avec les états d'expansion de conscience, ça implique aussi d'avoir des repères psychopathologiques extrêmement solides, théorico-cliniques extrêmement solides, parce qu'on joue avec de la dynamite. On joue vraiment avec de la dynamite. Et l'envers du décor, en fait, c'est que voilà, la psychologie transpersonnelle, elle ne va pas explorer les couches du moi, elle va explorer que les couches du soi. Hein. C'est-à-dire, on ne va plus à la cave, on va uniquement au grenier. C'est ça, la transpersonnelle, c'est un terme qui a été créé par Jung. Je ne suis pas germaniste, mais le terme allemand, c'est Überpersönlich, c'est-à-dire qui va au-delà du moi. Mais on ne peut pas construire une maison si on ne construit pas les fondations. Et moi, j'ai été élevée dans le sérail freudien,
pour moi, Freud c'est un clinicien remarquable. Et maintenant, il est très décrié. Il faut balancer Freud. Il n'y a que Jung qui existe. Jung, c'est spirituel. Etc. Non, enfin, je veux dire, on ne peut pas dissocier les deux. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir relier et le psychologique et le spirituel. C'est ça, le transpersonnel. Le transpersonnel, c'est aller au-delà du moi. Et parfois, il y a un oubli, il y a une évacuation du travail psychologique. Il ne faut pas oublier que psychologique, c'est le langage de l'âme. Psuké, hein, c'est l'âme, c'est le souffle. Hein. Donc on travaille sur l'âme aussi en psychologie. On peut pas décrier le travail psychologique. Le travail psychologique, on ne peut pas s'en dissocier. Oui, donc psychologie, ça vient du mot psuké, hein, et logie logos, c'est le langage de l'âme, le langage du souffle. Hein, et en hébreu, neshama, c'est le souffle et c'est l'âme. Hein. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, ce qui suppose dans le transpersonnel, s'il y a une dimension spirituelle, ça suppose de reconnaître l'existence de cette dimension-là. Et peut-être que la psychologie, j'allais dire officielle, n'en est pas là, parce que c'est quoi cette dimension spirituelle ? La dimension spirituelle, moi, c'est ce que j'ai découvert moi-même. C'est-à-dire, ce que je dis toujours, on ne peut pas emmener des patients là où nous-mêmes, sur des chemins que nous n'avons pas nous-mêmes explorés. Donc, après avoir vécu ma première expérience holotropique et m'être retrouvée dans une autre dimension, dont je parle dans mon livre, je ne vais pas l'expliciter ici, mais je me suis dit, mais oui, c'est ça que je cherchais. Comment on va intégrer cette dimension autre, cette dimension qu'on ne connaissait pas. Bon, je peux en parler de l'expérience ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je dis que je vous ai raconté comment j'ai découvert qu'il y avait la formation de Grof. Donc, j'ai fait un premier stage. Et pendant l'expérience, donc j'étais allongée sur mon matelas, j'avais les yeux recouverts d'un bandeau. Puis j'avais respiré en hyperventilation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis, je me suis mise à danser sur mon matelas. Je dansais. J'étais mue par une énergie qui me faisait danser. C'est pas moi qui, mentalement, me disais « Oh là, les musiques sont chouettes, je vais danser ». Non, c'est une énergie qui me faisait danser. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que je n'avais plus de corps. Je ne sentais plus mon corps. Et j'étais dans un autre espace-temps. Et j'étais l'univers, j'étais le tout, j'étais oneness, j'étais l'unité. Alors, j'ai posé une question, je ne sais pas qui a posé la question, mais qui suis-je ? Il n'y avait pas de mots, je n'étais plus rien, j'étais dans une espèce de dissolution. Mais ce n'était pas une dissolution morbide, j'étais en totale symbiose avec l'univers. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un mantra de Muktananda, c'était Om Namah Shivaya, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Et je me suis retrouvée dans la position du lotus. D'un seul coup, je suis retournée dans mon corps. Alors, quand on retourne dans son corps, on a l'impression qu'on s'ajuste, comme dans un gant. On a du mal à retrouver les contours de notre corps. C'est difficile de rentrer dans son corps. Ça, je ne le savais pas. Puis, quand j'étais dans mon corps, je me suis retrouvée dans la position du lotus, mais ça ne dépendait pas de ma volonté. Et je suis restée dans cette posture sans aucune douleur. Mon corps n'avait plus aucune tension musculaire, il était complètement libre. Alors que je faisais du yoga depuis très très longtemps, mais j'étais infichue de faire la posture du lotus. Je ne pouvais pas. Et là, c'était quelque chose de complètement extraordinaire, mais vraiment. Et puis, tout doucement, on est revenu au réel, à la réalité. Et puis, à nouveau, j'ai eu conscience de l'environnement, des gens autour de moi. Et ça a été ma première expérience transpersonnelle ou spirituelle, je sais pas. Je préfère dire transpersonnelle parce que le mot spirituel en France, il est très vilipendé dans la mesure où on est tout de suite accusé d'être une secte. Dès qu'on prononce le mot spirituel, on est douteux. Donc le mot transpersonnel, derrière lequel je m'abrite, il a été créé par Jung. Bon, Jung, on n'enseigne toujours pas à la fac, hein, mais quand même, il est respecté. Ouais.
Mais c'est peut-être un des éléments qui fait que toutes ces nouvelles approches soient si difficiles à être reconnues. Parce que ça supposerait de reconnaître la dimension spirituelle. Ça dérange parce que finalement, il faut déjà dissocier la religion, le religieux du spirituel. Je ne suis pas du tout quelqu'un de religieux, je ne suis pas la seule, que les religions au lieu de relier, religare, relier, elles séparent. On voit bien tout ce qui se passe actuellement, tous les excès, c'est terrifiant, et depuis très 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 longtemps. Regardez les croisades. Au nom du Christ, au nom d'Allah, tous ces êtres qui ont été exterminés, qui sont morts. Donc le spirituel n'est pas le religieux. Et je dirais presque que l'être spirituel, c'est un être mystique. Et le mystique, c'est un être libre, qui est associé à aucun dogme et à aucune idéologie. Le mystique juif, soufi, chrétien, ils parlent le même langage. C'est le chemin de la liberté. Donc ce que j'aime dans la respiration holotropique, c'est qu'il n'y a aucune inféodation, aucune idéologie, aucun dogme. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a été créée par Stanislas Grof, qui est un psychiatre, psychanalyste américain d'origine tchèque, et dont l'armature théorique et clinique était extrêmement puissante. Donc c'est un outil qui tient debout. Qui tient debout. Le MDR, ça tient debout aussi. Alors, je suis formée à l'EMDR, mais pour moi c'est moins puissant, ça m'intéresse moins comme approche que la respiration holotropique. Le FT, bon, je ne veux rien en dire, mais voilà. Je trouve que c'est très important qu'il y ait derrière un outil psy, qu'il y ait aussi un étayage clinique et solide. Tu peux dire en 2 mots le FT, le MDR pour tout le monde? Alors le FT, c'est des tapotements. Alors ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique qui, avec des tapotements, permet de dissiper. De libérer des... Mais moi, j'ai pas été formée à l'EFT. J'ai fait des séances parce que je suis très curieuse et j'aime expérimenter. J'ai fait 3-4 séances. Ça ne m'a rien apporté. Bon, je suis praticienne en EMDR. Quand on apprend une technique, on l'expérimente d'abord sur soi. C'est une approche qui est extrêmement intéressante. Pour moi, ça n'a pas donné grand-chose. J'ai pratiqué le MDR après ma dernière agression, parce que j'étais agressée. Au contraire, ça a renforcé le symptôme. Pour moi, vraiment, là où j'ai rencontré le maximum de matériel me concernant, c'est la respiration holotropique. Je ne suis pas en train de faire l'éloge et l'apologie de la respiration holotropique. C'est en tant que psy, on ne peut pratiquer un outil que parce qu'il nous a à nous-mêmes apporté quelque chose d'essentiel. Sinon, on ne peut pas le partager avec les patients. Alors, tu me demandais la différence entre transpersonnelle et intégrative. Oui. Une approche intégrative, je suis une psy intégrative, c'est-à-dire que j'intègre dans mon champ clinique le MDR avant la psychanalyse, même si je ne suis pas une psychanalyse classique, je ne suis plus. J'ai une écoute psychanalytique, j'ai des repères cliniques psychanalytiques. Mon écoute n'est pas toujours psychanalytique quand un patient vient me rapporter une expérience transpersonnelle. Je ne peux pas l'interpréter. Il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter et c'est au patient de l'interpréter. Qu'est-ce que ça lui apporte? Si je fais une interprétation, si je me permets, d'ailleurs ça serait un peu outrecuidant, une interprétation, je lui vole son expérience. Donc l'approche transpersonnelle, c'est une approche qui va joindre pour moi le psychologique et le spirituel, et l'approche intégrative, c'est le psy qui va qui va proposer une approche analytique, une approche MDR, qui va intégrer dans sa pratique différentes voies d'accès pour rencontrer l'inconscient. Et alors, au sujet de la respiration holotropique, ça me semble très proche du rebirth, non? C'est quoi la différence? Alors, la respiration est la même. De toute façon, ces techniques respiratoires, elles ne sont pas du tout novatrices. Elles sont pas récentes, elles sont même très, très anciennes, puisqu'elles étaient pratiquées par les grands mystiques pour accéder à des états d'expansion de conscience.
Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-Ignace de Loyola, ils utilisaient ces techniques de souffle. Les soufis, pendant le zikr, ils utilisent le souffle. Les mystiques juifs utilisent le souffle aussi. Le souffle appartient à toutes les grandes traditions spirituelles. Okay. La différence entre le rebirth et la respiration holotropique, c'est que d'abord, une séance de holotropique, ça dure 3 heures, c'est très cadré, il y a un cadre extrêmement rigoureux, ce qu'on appelle le setting. Elle se pratique avec un partenaire qui va être là pendant toute la durée de l'expérience. L'expérience en elle-même, elle dure 3 heures. Donc c'est un peu le gardien du seuil, le partenaire. C'est celui qui veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Dans le rebirth, il y a de la musique, il y a un travail corporel, puisque le souffle, la dilatation du souffle, va très souvent occasionner des tétanies musculaires, et ce qu'on appelle syndrome d'hyperventilation, et qui vont venir se localiser dans des zones qui sont très symboliques de l'histoire du sujet. Donc le thérapeute, ce qu'on appelle aussi la cuirasse musculaire, la cuirasse caractérielle, et le thérapeute va venir appuyer, va venir faire des pressions sur cette cuirasse. Donc on appuie et on demande aux patients de résister à notre pression et d'exprimer un cri. Donc notre pression plus l'expression du cri du patient, ça libère. Ça libère l'énergie qui était enquistée dans le corps. Le corps parle beaucoup. Attends, où j'en étais là parce que avec le rebirth. Le rebirth, donc la séance holotropique, ça dure 3 heures. Il y a un travail sur le corps, ensuite il y a le dessin d'un mandala, puis il y a un travail groupal, un travail de parole en groupe. Le rebirth, c'est la même technique respiratoire. La séance est moins longue et il n'y a pas de verbalisation. Moi, j'ai aussi été formée au rebirth et j'ai suivi beaucoup de séances de rebirth et j'ai trouvé que ça allait beaucoup moins loin. Et puis, dans cette approche holotropique, il y a aussi toute la personnalité de Grof, puisque Grof, c'était aussi un aventurier de la psyché. Il a été le créateur des thérapies psycholytiques. Il est tchèque. Et c'est lui qui a créé les thérapies avec le LSD. Donc il a une histoire extrêmement puissante, une histoire, je veux dire, en grec, on parle de daimon, c'est celui qui a vraiment vu l'invisible. Et quand on a la chance de s'être formé auprès de lui, il est évident que notre vision du monde, elle change complètement. Elle n'est plus du tout ce qu'elle était auparavant. On a l'impression qu'on s'est expansé nous-mêmes. Et la chance de travailler avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas d'ego. En fait, il est très accueillant de l'autre. Il est très généreux de son temps. Et j'ai mes deux amis qui ont fait leur formation avec moi aux USA, et je pense que vous seriez d'accord. C'était vraiment un grand privilège de pouvoir travailler auprès de lui. Et ça a été la rencontre de nos vies. Alors, tu as parlé justement du LSD, c'est une autre partie que l'on peut aborder, les substances entéogènes et le LSD, donc c'est des choses que tu as testées aussi. Je te laisse peut-être en parler, et puis après, la question que j'avais envie de te poser, c'était la première. Autant les plantes, elles sont issues de la nature fait partie du monde, autant le LSD, c'est des substances chimiques. Tu accordes la même valeur aux deux. Comment tu les comparerais? Le LSD, il est fait à partir de l'ergot de seigle. Ensuite, c'est mélangé, je serais incapable de vous dire. Mais au départ, c'est fait avec de l'ergot de seigle. Et les fameuses possédées de Loudun au Moyen-Âge, en fait, elles ont eu un destin terrible, elles ont été emprisonnées, elles ont été brûlées. En fait, elles avaient consommé de l'ergot de seigle. C'est ça, je crois. Voilà. Donc le LSD, c'est une histoire incroyable. Un jour, donc Grof est tchèque, il est pragois. Et puis, dans les années 55, il reçoit un jour une caisse de LSD qui lui était adressée par le docteur Albert Hofmann, qui était le créateur de la molécule. Il était directeur des laboratoires Sandoz en Suisse. Puis,
il propose à Grof d'essayer de donner du LSD à ses patients. Et Grof, c'est quelqu'un de très éthique, de très respectueux du patient. Donc, il ne pouvait pas proposer du LSD à ses patients sans pouvoir se l'être administré d'abord. C'est ça, sa grande honnêteté. Parce que sinon, on joue aux apprentis sorciers avec les autres, avec les patients. Et c'est absolument pas déontologique. Donc, pendant plusieurs mois, il s'est administré du LSD par voie intraveineuse. Et là, il a eu accès à tout un matériel qu'il ignorait, l'histoire familiale, l'histoire de sa naissance, tout un matériel aussi archétypique, mythologique. Et puis, il a eu aussi des révélations sur sa naissance, sur l'histoire familiale qu'il a confrontée avec sa mère. C'était juste. Donc, quand il a senti qu'il était prêt à l'administrer à des patients, il a commencé à en proposer à des patients névrosés, comme vous et moi, et puis des patients psychotiques, et surtout, et c'est ça qui a été extraordinaire, et ce qui est à l'origine aussi des nouvelles approches autour de la mort, c'est qu'il a proposé du LSD à des patients qui étaient en voie terminale, qui étaient en train de partir et qui étaient dans de très grandes souffrances. Et le fait de pouvoir bénéficier de cet accompagnement au LSD leur a permis d'aborder la mort avec beaucoup plus de sérénité. Et à cet effet, sur la capacité du LSD à soulager les souffrances du mourant, il y a un livre qui est un livre extraordinaire, qui a été écrit par la femme de... Comment elle s'appelle ? Oh là, mon Dieu. La femme d'Aldous Huxley, qui s'appelait Laura Huxley. En anglais, c'est This Silent Moment, ce moment silencieux, mais qui n'a pas été traduit en français. Et Aldous Huxley c'est le meilleur des mondes. Vous avez entendu parler de ce contrepoint, moksha, les portes de la perception. Et Huxley était un philosophe, il était aussi un chercheur en matière psychédélique, et il a eu un cancer de la langue extrêmement douloureux. Il était aussi bouddhiste. Et donc, c'était un homme qui avait une dimension spirituelle très importante, et c'était un ami de Grof, et il a demandé à sa femme de l'accompagner avec du LSD. Et donc, pendant plusieurs mois, elle l'accompagne avec du LSD, et elle transcrit chaque voyage que fait son mari. Et c'est répertorié dans ce livre. Et il a pu aborder la mort avec une perspective totalement autre, parce qu'il s'est rendu compte que c'était qu'un passage. Donc il est parti apaisé. Mais il a vécu des moments de douleur épouvantable, un peu comme Freud qui a eu un cancer de la bouche. Donc, lorsque le LSD, après ses recherches, il l'a injecté à des patients, les patients en ont trouvé des bénéfices, et ces découvertes ont dépassé la Tchécoslovaquie. Ils sont allés en Europe. Les découvertes de Grof ont aussi beaucoup inspiré des psychiatres français. À l'époque, on était quand même beaucoup plus ouverts. Et on a utilisé, toi qui es psychiatre, on a utilisé le LSD à Sainte-Anne aussi. Sainte-Anne. Et il a été invité par le gouvernement américain à donner des conférences dans les grandes universités américaines, dans les grandes universités médicales. Et le gouvernement lui a proposé de rester aux États-Unis, de s'y établir. Donc, il avait des postes importants, il a pu continuer son travail psychédélique auprès des patients. Donc, c'était la période hippie, là on est dans les années 60-70, jusqu'au moment où le LSD est devenu une substance profane, utilisée n'importe comment, de façon sauvage et récréative. Le LSD était toujours utilisé de façon extrêmement rigoureuse, dans un cadre et avec une intention précise. Mais quand il est utilisé de façon scabreuse, à ce moment-là, c'est là que le danger surgit. Et donc, il a arrêté le LSD, il ne voulait pas être Mr. LSD, et il a eu recours à cette technique de respiration que je vous ai décrite tout à l'heure, qui permet de rentrer dans cette dilatation du temps et de la conscience sans l'apport de la molécule chimique.
Ok, tu as dit qu'avec ces substances, on pouvait retrouver des éléments, tu as dit tout un matériel avec lequel on revient. Donc il y a des éléments personnels ou qui peuvent être donc celui de la naissance, peut-être des antécédents, et tu as parlé des archétypes. Mais comment on fait la différence et comment, lorsqu'on restitue tout ça, on peut être certain que c'est bien du vécu personnel, y compris dans la petite enfance ou dans la très petite enfance, et comment fait-on la différence avec tout ce qui est archétypal, puisque tu dis qu'on contacte le grand tout, etc., ou une conscience plus universelle. Ça ne doit pas être évident de faire la part des choses. Alors, quand on vit une expérience de naissance, on la vit dans son corps, on la vit dans ses postures, on la vit dans la douleur, parce que lorsque le bébé vient au monde, c'est un traumatisme. Le bébé n'est pas gros, mais quand il passe dans la filière pelvigénitale de la mère, dans le couloir utérin, c'est très étroit. Donc, lorsqu'il vient au monde, il doit passer, il doit s'engouffrer. En plus, alors ce qui est très bien décrit dans les fameuses matrices périnatales, c'est que la naissance, elle ne se fait pas tout de suite, se fait pas facilement. Après, lorsque la poche des os a été percée, qu'est-ce qui se passe? Il y a les contractions de la mère, mais parfois elles ne sont pas suffisantes. Alors le bébé essaye de pousser, mais ça ne va pas, il est bloqué. Donc c'est très compliqué, c'est très très difficile, c'est très douloureux. C'est pour ça que les bébés naissent complètement cabossés. Le traumatisme de la naissance, il existe. Alors, je ne vais pas vous parler des 4 matrices périnatales, parce qu'il y a 4 phases dans la naissance, parce que ça serait trop théorique. Mais lorsqu'une naissance a été longue, et notre vie, elle est stigmatisée par cette expérience de naissance, il y a une fameuse matrice qui est la matrice numéro 2. Il y a 4 matrices périnatales. Moi, je suis très marquée par la matrice périnatale numéro 2, et je l'ai vécue toute ma vie, et toute ma vie, je ne l'ai pas subie, mais elle m'a suivie, elle m'a poursuivie. La matrice numéro 1, le bébé est dans le ventre de la mère, il est très heureux, donc il est comme un dauphin dans une eau accueillante, une eau chaude, une eau bleue. Mais si la mère ne l'a pas voulu, ça se passe pendant l'expérience. On ressent qu'on est dans une eau fangeuse, marécageuse, avec plein de menaces autour de nous. Matrice numéro 2, et là le travail n'a pas commencé, mais le bébé va vivre une période périnatale pas agréable. Et ça se revit pendant l'expérience. Il ne se sent pas attendu. Le bébé, il doit être attendu, enfin, c'est important qu'il soit attendu par le père et par la mère, et qu'il préexiste déjà dans le couple avant la naissance. On en parle, on le fait vivre, le bébé. C'est déjà un être. Le bébé, c'est une personne. Et le fœtus, c'est une personne. L'embryon, c'est une personne déjà. Puisqu'on arrive à retrouver le stade embryonnaire, à retrouver le moment aussi où il y a eu conception, alors que le sujet, la personne ne sait rien. Matrice numéro 2. Le processus d'accouchement a commencé. Le bébé essaye de pousser, il pousse, mais les contractions de la mère ne sont pas suffisantes et il est bloqué. Et ça dure très longtemps. Et ça dure si longtemps que souvent, on est obligé d'intervenir avec des forceps. Alors, je vais parler de mon histoire personnelle. Maintenant, avec l'expérience, l'âge et tout, je peux me permettre. Moi, je suis née donc avec les forceps, et ma mère m'a toujours dit que ma naissance avait duré très, très, très longtemps. Si longtemps qu'elle avait beaucoup souffert et qu'elle avait voulu mourir. Donc, après plusieurs heures, je suis née avec les forceps. Les forceps, on vous tire de la matrice avec des tenailles et on les met sur les tempes du bébé et puis on l'extrait. Qu'est-ce que ça laisse comme trace? Ça laisse pour l'adulte, enfin pour l'enfant et pour l'adulte, enfin l'enfant, l'adolescent, l'adulte, tout au long de la vie, des migraines. Parce que c'est comme des cicatrices énergétiques. Et moi, avant de revivre ma naissance dans des séances de respiration holotropique, plusieurs séances, j'avais tout le temps des migraines. Tout le temps, tout le temps.
les migraines ont disparu. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors parfois j'ai mal à la tête, hein. Mais j'ai mal à la tête si je bois un peu trop de vin ou si je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Mais je n'ai plus des migraines, mais ça cognait dans ma tête. Et donc c'était des traces. Donc, ce qui est aussi intéressant dans les matrices périnatales, c'est chaque matrice est corrélée à une planète. Grof a beaucoup travaillé avec un astrologue qui était aussi mythologue et anthropologue, qui s'appelait Rick Tarnas. Et ils ont travaillé tous les deux à l'élaboration d'une codification astrologique des matrices. Alors, la première matrice, je vous ai dit, le bébé est dans le ventre de la mère, donc c'est Neptune. Et la deuxième matrice, c'est Saturne. Troisième matrice, c'est Pluton. Et la quatrième, c'est Uranus. Mais je vais passer sur l'astrologie. Mais je vais vous parler de Saturne, que je connais bien. Donc Saturne, c'est le dieu du temps. C'est-à-dire que c'est le temps qu'il faut pour maturer, c'est le temps qu'il faut pour un bébé de grandir dans le ventre de sa mère. On ne peut pas hâter le processus. C'est le temps d'un arbre pour grandir et pour développer des branches qui donneront... C'est un temps qu'on ne peut pas accélérer et par lequel on doit passer. C'est ça, Saturne. C'est Chronos, c'est le dieu du temps. Et moi, jusqu'à ce que je fasse, ce que je revive ma naissance, j'avais un rapport au temps qui était très, très compliqué. Et je ne supportais pas d'être enfermée. Oui, parce que je suis restée enfermée et je ne pouvais pas sortir. Donc, j'ai toujours eu besoin de vivre dans des espaces très larges avec des fenêtres ouvertes. Parce que j'étouffais, j'avais peur d'étouffer. Tout ce qui est claustration m'a toujours rebuté, fait très peur. Donc ça s'était corrélé à ma naissance. Et dans mon thème astral, j'ai Saturne au milieu du ciel. Donc Saturne, je suis Verseau, enfin bref. Et donc c'est vraiment le maître, ça a été le maître de ma vie jusqu'à un certain temps. J'étais très saturnienne. Donc quand on s'intéresse à l'astrologie, et beaucoup de mes patients qui s'intéressent à l'astrologie ont souvent fait le thème astrologique de leur expérience holotropique, et ça leur a apporté tout un matériel Il y avait vraiment une identité entre l'expérience holotropique et puis le thème astrologique du jour où l'expérience avait été faite. Alors c'est peut-être un autre élément d'explication, c'est-à-dire que si on se met à introduire l'astrologie en psychologie, en psychiatrie, vous n'êtes pas prêt d'avoir reconnu toutes ces nouvelles approches, en fait. Alors, ça fait partie d'une autre question que vous voulez poser par rapport au moment où tu as été enseigné aux États-Unis. Genre, je ne sais pas l'écriture du livre, parce que l'écriture du livre, ça a 1 an, mais grosso modo, ces 20 dernières années, en France, est-ce qu'il y a un élargissement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de psychologues, de psychiatres qui se forment? Ou est-ce qu'il y a encore l'ancienne école freudienne, etc., et on touche à rien? Alors, il y a des jeunes psychologues, 40 ans, qui se forment à ces approches intégratives, holistiques. Mais les thérapeutes de notre génération, de ma génération, on est vraiment très très peu. C'est vraiment dommage, parce qu'on ne peut plus pratiquer la psychanalyse comme on la pratiquait. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'ai jamais été très classique, mais bon, j'étais derrière le patient, j'étais peu intervenante. Bon, j'étais très... Et puis, mais c'était nécessaire aussi parce que je commençais. Oui. Donc, tu vois, quand tu commences, tu dois te structurer, tu dois te former dans cette pratique. Et puis, lorsque tu possèdes bien tes outils, à ce moment-là, et que tu es solide et bien enraciné dans ta pratique, à ce moment-là, tu peux aller visiter d'autres territoires. Mais ce qui est important, c'est déjà d'être très ancré. Et c'est ce que je dis aux psys qui veulent se former, c'est soyez déjà ancrés dans votre vie, dans votre pratique, dans votre travail personnel, et après, vous pourrez vous former. Oui, c'est ce que tu dis aussi dans ton livre. Il y a certains apprentissages que l'on ne commence qu'à partir d'un certain âge. Oui. Dans la tradition hébraïque, notamment sur l'apprentissage. Oui, dans la tradition hébraïque, on ne peut pas
s'intéresser à la Kabbale, enfin je parle pour les hommes parce qu'autrefois les femmes n'avaient pas le droit, on ne peut pas rentrer dans le domaine de la mystique si on n'a pas gagné son pain et sa viande, si on n'a pas nourri sa famille. Ok, et alors, donc en France, il y a des jeunes qui s'y mettent. Aux États-Unis, j'imagine que le mouvement... comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce qu'il y a encore les traditionalistes et, on va dire, les transpersonnels? Ou est-ce qu'ils ont tous basculé vers ces nouvelles approches? Parce que là-bas, c'est beaucoup plus facile. Et ailleurs, en Europe, comment ça se passe? Est-ce que c'est reconnu, je ne sais pas, en Suisse, en Angleterre, etc. Ou est-ce que la France, voilà la question sous-jacente, est-ce que la France, dans ce domaine-là, est encore très en retard, si on peut parler comme ça? Alors, moi, j'ai envie de vous citer une anecdote que j'ai partagée tout à l'heure avec des amis. Il se trouve que je suis sur Doctolib. Doctolib, c'est génial parce que vous n'êtes plus dérangé par le téléphone. Et voilà, ça fait plusieurs années. Et donc, il y a mon profil. Et j'ai mis que je suis psychologue clinicienne, tous mes diplômes académiques, parce que j'ai eu une formation académique qui est quand même présente. Et puis, je me suis permise de mettre que j'animais depuis 30 ans des groupes, des stages de respiration nootropique et de chamanisme. Et je reçois un mail l'autre jour, donc c'est la réponse, je reçois un mail, et comme quoi ils avaient supprimé dans mon profil le fait que je proposais la respiration nootropique et le chamanisme. J'ai rien contre Doctolib du tout, mais Doctolib a eu peur par rapport à la Miviludes, que j'appartienne à une secte. Ouais. Donc ça répond, donc si vous voulez, il y a une telle peur de ce qui dépasse les normes académiques qu'il y a une chasse aux sorcières. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me téléphone, que l'on parle avec moi. Mais je les comprends aussi en même temps. Je les comprends, parce qu'il y a tellement d'excès, il y a tellement de dérives, ils sont obligés de sévir et d'opérer. Oui, mais justement, de la part de quelqu'un qui avait tous les bons diplômes et tous les antécédents qu'il fallait, c'est à se poser la question. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est de pouvoir parler avec eux et de leur dire que, mon objectif, c'était d'ouvrir, de créer une psychanalyse. Je crée une psychanalyse élargie à d'autres approches. Mais ces autres approches, elles ne sont pas non plus adaptées à tout un chacun. Or que dans les groupes de développement personnel, il n'y a aucune censure, il n'y a aucune sélection. J'aime pas le mot sélection, mais il n'y a aucune attentivité par rapport aux gens qui viennent. Il est important d'être attentif aux personnes qui viennent dans un groupe, de pouvoir dire non. Dire non à quelqu'un, c'est aussi le sauver quelque part. Et donc, pour répondre à la question, aux États-Unis, est-ce que tu sais un peu comment est le marché, entre guillemets? Alors, je dis marché. Non, mais... Ici, il y a un marché. Oui. Voilà, ici, il y a un marché du développement personnel qui est abusif et qui crée, je dirais, du malheur chez les gens. Parce qu'on ne peut pas promettre des mirages, on ne peut pas promettre l'éveil à des gens. Enfin, je veux dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bien sûr. En trois groupes, on va connaître l'éveil, l'ouverture des chakras. Le chamanisme, c'est très à la mode aussi. Mais donc, la pratique aux États-Unis, si en France, on dit l'approche traditionnelle, c'est 90 ou 95%, et les approches plus novatrices, c'est 5 ou 10%, aux États-Unis, c'est quoi? C'est 50-50? Ça dépend des États. Tu sais pas? Ouais. Non, ça dépend des États. En Californie, c'est très ouvert, puisque le mouvement du développement pour le potentiel humain, c'est né en Californie, c'est né à Esalen, à Big Sur, l'Institut Esalen. Je me suis beaucoup formée aussi là-bas, et j'avais 30 ans à l'époque, et c'était tellement extraordinaire. Donc la Californie, ça a été vraiment le berceau des nouvelles thérapies, des thérapies humanistes. Ensuite, si vous allez dans l'Idaho ou dans le Wisconsin, honnêtement, je ne sais pas. À New York, évidemment, c'est très ouvert. Mais la psychanalyse, on ne peut pas, dans certains États, par exemple, exercer la psychanalyse si on n'est pas médecin. Alors que Freud ne souhaitait pas justement que les psychanalystes fussent médecins. Il voulait que les psychanalystes fussent des poètes. Parce que la formation scientifique les dérivait trop de
écouter l'inconscient de l'autre, on est dans un domaine poétique, hein, on est dans Oui, quelque mais chose d'artistique. en même temps, Freud il se battait pour que ça soit reconnu comme une science. Donc là, c'est... Oui, bah, il avait ses contradictions aussi, mais il ne voulait pas non plus que la psychanalyse soit une histoire juive. Donc il voulait que ça soit une science, il ne voulait surtout pas que ça soit quelque chose d'ésotérique. Or que l'inconscient, hein, la communication d'inconscient à inconscient, de l'inconscient du thérapeute à celui du patient, ben, on est bien dans de l'invisible. Ah oui. L'inconscient, c'est quelque chose d'invisible. Donc si le psy n'a pas cette capacité, hein, de porosité à l'inconscient de l'autre, s'il est uniquement un cerveau qui conceptualise, il va passer complètement à côté de son patient. Donc, pour moi, la psychanalyse, c'est aussi une forme de chamanisme occidental. Ouais. Et est-ce que tu sais si toi, ou peut-être Stanislas Grof, etc., se rapprochent des personnes qui étudient les neurosciences? Je pose cette question parce qu'il y a un manifeste qui a été établi il y a quelques années par un Canadien, je crois, qui visait à poser les bases d'une science post-matérialiste. Donc il y a tout un tas de scientifiques. Alors malheureusement, il dit la majorité d'entre eux sont des scientifiques reconnus, etc., mais qui sont pour la grande majorité à la retraite, parce que les autres ont peur d'eux. Et en fait, il faisait ce constat, il disait, mais la physique a fait sa transition, parce que depuis Newton, avec la physique quantique, maintenant, on sait que l'infiniment petit, ça ne marche plus comme la physique ordinaire. Mais par rapport à la conscience, cette mutation, elle ne s'est toujours pas faite. Et est-ce que tu sais s'il y a des ponts avec les neurosciences, etc., ou... Je ne sais pas. Non. Tu sais pas si aux États-Unis il y a des rapprochements? Non. Ok. Alors, on a un peu zappé parce que tu as parlé longtemps sur le LSD. Quelques mots sur les plantes entéogènes, les champignons, etc. Leurs effets, et la différence avec le LSD, et leurs mérites et leurs inconvénients. Alors, les plantes entéogènes, c'est celles qui mènent vers le divin, hein, et le LSD, ça permet aussi d'accéder à la divinité. J'ai vécu des expériences sous LSD qui étaient des expériences très douloureuses, mais aussi des expériences d'extase. Le LSD, c'est quand vous l'absorbez, vous sentez le métal. Il y a quelque chose de métallique. Il y a quelque chose de très, très curieux. Moi, je préfère les plantes, mais encore faut-il respecter. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut respecter une ascèse avant de prendre la plante et que ça soit pris aussi avec une intention, avec respect, parce que la plante a son intelligence. Et si vous ne respectez pas, par exemple avec l'ayahuasca, une diète 15 jours à 3 semaines avant la prise de la plante et 15 jours à 3 semaines après le voyage, vous risquez d'être malade. Il faut savoir que, c'est vrai qu'il y a aussi tout un tourisme autour de l'ayahuasca. On en prend en France sans précaution. Il y a des groupes qui s'ouvrent, il y a des pseudo-chamans qui viennent, qui sont invités par des pseudo-thérapeutes. Et puis ça draine une foule en quête d'extase et d'expérience. Non, il faut vraiment savoir où on met les pieds. Il faut respecter cette ascèse. Donc quand vous prenez de l'ayahuasca, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de manger pas de sucre, pas de nourriture acide, en fait pas d'alimentation animale, pas d'alcool, pas de sexe. Alors si votre partenaire est dans la même ascèse, la même recherche, la rencontre sexuelle est autorisée. Mais s'il ne suit pas cette même ascèse, niet. Et c'est vraiment important de respecter cela. Parce que si vous prenez l'ayahuasca pour voir, ou pas, par curiosité, c'est comme les gens qui veulent faire un groupe de respiration holotropique. Donc je leur demande au téléphone, mais qu'est-ce qui vous emmène ici? Par curiosité. Si vous venez par curiosité, c'est ce qu'on dit dans les sociétés initiatiques, hein, si vous venez par curiosité, si tu viens par curiosité, va-t'en. Si tu viens pour te donner à l'expérience, à ce moment-là, tu rencontreras quelque chose.
Voilà, c'est vraiment se donner, hein, se donner avec notre être, notre entièreté dans l'expérience et s'y préparer de façon extrêmement rigoureuse. Ce que je dis dans mon bouquin, quand j'ai pris de la psilocybine au Mexique avec une chamane qui était extraordinaire, qui s'appelle Inés Sanchez, on s'est beaucoup préparé. On s'est beaucoup préparé. Et les champignons étaient cueillis soit par une petite fille nubile, ou soit par un vieux monsieur, une vieille dame qui n'avait plus de relations sexuelles dans leur vie. Voilà. C'est vraiment très, très, très important. En synthèse, quand même, on peut se dire, et alors tu as donné la réponse pour toi, avec ce qui s'était passé lors de ta venue au monde. Tu as vécu le traumatisme avec les forceps, et tu as dit, ben, ça t'a permis après quand même de plus avoir de migraines et tout, parce que je t'ai posé la question précédemment avec cet homme-là, et en fait la question c'était est-ce que ça l'a aidé, et tu m'as dit ben, il n'a pas voulu continuer. Ah oui, il a eu peur de continuer, voilà. Il a peur d'ouvrir les portes. Voilà. Donc... Ouais. Mais au final, quand même, ce qu'il faut dire, parce que c'est pas dit ouvertement, peut-être dans le livre, mais en synthèse, quand même, ces approches, ça permet d'aller peut-être. Alors, est-ce que c'est plus vite, plus loin, mieux comment tu le qualifierais, de quelle manière? Alors, j'aime pas le mot plus vite. Il y a quelque chose dans cette approche de très transformateur. Et la transformation, elle va peut-être pas s'opérer tout de suite, mais peut-être qu'elle s'opérera un peu plus tard. Et il y a une sorte d'adéquation à niveau le patient à niveau inconscient va dire je suis OK pour le changement ou je suis pas OK. Parfois, ça prend du temps. Et une expérience peut être extrêmement puissante. Le patient ne s'en rend pas compte, mais ensuite, dans quelques mois après, il dira mais où cette expérience? Bien sûr, elle était détonatrice de mon changement. Hein, il y a une disponibilité de la personne au changement. Et parfois, au moment où elle vit l'expérience, elle ne comprend pas. Donc, et le sens peut surgir plus tard. Moi, si je sens des choses pour la personne et que je sens qu'elle n'est pas prête, je reste extrêmement discrète par rapport à ce que j'ai perçu. Parce que je ne veux pas induire, je ne veux pas suggérer quoi que ce soit. Je la laisse complètement libre. Si je vois qu'elle est au seuil de quelque chose, qu'elle aimerait aller plus loin, mais qu'elle ne sait pas, à ce moment-là, c'est l'art du thérapeute, c'est sa finesse et son intuition. Parce que être thérapeute, c'est aussi être très intuitif. Et c'est avoir fait un travail extrêmement puissant, hein, qui permet aussi de rester à notre place. C'est vraiment parce qu'on est à notre place de thérapeute qu'on va pouvoir accompagner l'autre dans sa descente ou dans sa montée. Dans sa descente dans la cave, puis aussi dans sa montée au grenier. Ok. Écoute, très bien. Merci beaucoup. On peut faire une petite pause et quelques applaudissements. Bonjour, bravo, merci beaucoup. Excusez-moi pour mon retard. J'ai une question, j'y connais rien. Vous parlez d'expérience avec LSD ou les plantes. Alors, les plantes, j'en avais entendu parler, c'était des gens qui avaient fait en stage, donc ok. Mais par rapport à la pratique LSD, j'ai compris que c'était dans un protocole très spécifique. La question qui me vient, j'en ai deux. Hein. La première, la plus simple, c'est l'accoutumance. Quid de l'accoutumance une fois qu'on a connu ces états? Et juste la deuxième pour rendre le micro. On fait des démarches pour évoluer, pour se connaître, etc. Je vois que vous en avez fait plein, partout. Et la question qui m'interroge, c'est: est-ce qu'on arrête un jour? Est-ce qu'on se découvre un jour? Est-ce qu'on trouve sa place un jour? Et est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Et si on continue, pourquoi? Enfin voilà, c'est un peu mes questions. Merci. Alors le LSD, enfin, les plantes psychédéliques, ce sont des amplificateurs de la psyché. Elles ne sont pas addictives. Quand on les fait dans un cadre très circonscrit, parce que l'expérience sous LSD, elle peut être très très douloureuse. Très difficile. Donc c'est vraiment important qu'il y ait quelqu'un à côté de nous, un thérapeute qui connaît bien le travail. L'accompagnement au LSD, c'est le même que l'accompagnement en respiration holotropique. C'est avoir un gardien du seuil qui connaisse parfaitement
ce type de travail et qu'il a lui-même vécu. Donc en France, c'est interdit pour l'instant. J'ai souvent des demandes, je refuse parce que c'est illégal. Donc je ne peux pas prendre de risques. Aux États-Unis, dans certains États, c'est autorisé, mais pas dans tous les États. Donc il n'y a pas d'accoutumance, c'est pas comme le cannabis ou comme la cocaïne, pas du tout. C'est une substance qui permet la croissance de la conscience. Mais encore faut-il bien le prendre. Alors, tous ces abus qu'il y a eu, c'est parce que les gens prenaient le LSD n'importe comment, c'est comme l'ecstasy. L'ecstasy, au départ, c'est la molécule du MDMA, qui est très utile dans le travail de couple aux États-Unis. Certains thérapeutes utilisent le MDMA, donc l'ecstasy, dans des thérapies de couple. Mais s'il y a des dérives, bien sûr que ça devient dangereux. Quand c'est utilisé de façon, avec le mot vient sapiens, de façon sage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'addiction. L'ecstasy, quand elle est prise dans des rêves, oui, il y a de l'addiction. Mais quand c'est pris dans un cas clinique, non, il n'y a pas d'addiction. Parce que vous savez pourquoi vous la prenez. C'est pas pour vous envoyer en l'air. Par rapport à la recherche, par rapport à la quête, je crois que c'est le désir de toute une vie. Je ne pourrais pas m'arrêter. Ma vie, elle était vouée au défrichement. Je suis une défricheuse, c'est ce que Tigrane, mon éditeur, dit. Je suis une défricheuse, une aventureuse. Il dit aventurière, je n'aime pas beaucoup l'aventurière. Mais c'est vrai que pour moi, la vie, c'est une aventure et c'est toujours le désir de repousser les limites, d'ouvrir de nouvelles portes. C'est toujours de conquérir des terres sur la mer. C'est de conquérir des terres. C'est de me remettre en question et c'est d'explorer. Voilà, quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Il y avait 4 métiers. Il y avait l'exploration, la psychanalyse, la psychothérapeute, c'est explorateur. Il y avait l'archéologie. La psychanalyse, c'est l'archéologie de l'âme. Puis je voulais être artiste ou danseuse. Et donc, quand on anime des groupes, je considère que animer un groupe, c'est comme animer une troupe de théâtre. Et chacun a un rôle dans un groupe et chacun a sa place. Et ce sont des acteurs qui jouent les uns avec les autres. C'est ça aussi, un groupe thérapeutique. Ok, merci. Donc, Robert qui demande comment discerner si un ou plusieurs symptômes relèvent du psychologique et ou du spirituel. Ah, alors ça, c'est l'éternelle question. C'est une question très, très importante. Et c'est vraiment, je dirais, l'expérience clinique du thérapeute qui lui permettra de différencier effectivement une émergence spirituelle d'une éclosion psychotique. Et la frontière, elle est très, très étroite. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on vit une expérience spirituelle, on reste fonctionnel. Quand les gens vivaient une expérience de mort imminente, au sortir de l'expérience, ils sentaient que tout avait changé dans leur vie. Eux-mêmes avaient changé, le rapport au monde n'était plus le même, le rapport avec la famille n'était plus le même. Ils sentaient qu'ils avaient des capacités qui étaient en train de naître, extrasensorielles, artistiques. Donc ils sentaient qu'il y avait un changement radical, une métamorphose radicale en eux, mais ils restaient complètement fonctionnels dans leur vie de tous les jours. Ils continuaient à bosser, ils continuaient à faire la vaisselle, à faire l'amour, à boire un verre de vin s'ils en avaient envie, à manger. Ils étaient dans leur corps et dans leur vie. L'émergence psychotique, c'est la personne est totalement dissociée et entend des voix qui lui demandent de se jeter par la fenêtre, elle va croire aux voix, elle croit à tout ce qu'elle entend. Or que la personne qui vit une émergence spirituelle, elle continue à être discriminative. Et elle est décompensée, elle est déstructurée, et elle souffre. Quand on vit une émergence spirituelle, on ne souffre pas. On souffre du fait, enfin autrefois on souffrait, parce que les médecins, vous pouvez vous mettre sous neuroleptique quand vous leur racontiez une expérience de mort imminente. Vous ne comprenez pas. Bon, maintenant, un psychothérapeute doit être formé à ce type d'écoute. Parce que quand un patient relate une expérience spirituelle, il doit savoir justement différencier est-ce que c'est vraiment une expérience spirituelle ou bien c'est une expérience, une éclosion psychotique. Et ça, c'est l'expérience et aussi la formation. Ok,
Ok, merci. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la naissance et des matrices, des 4 matrices. Vous avez évoqué la première et la deuxième. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement plus sur la 3 et la 4? Oh, c'est très, très compliqué. Donc, la première, la naissance n'a pas commencé. La deuxième, bon, le bébé commence à pousser, mais les contractions de la mère ne sont pas suffisantes. Donc, il y a souffrance fœtale, hein, le bébé souffre. Et puis, donc, d'où nécessité parfois de le faire sortir avec des forceps. Et puis, lorsque la naissance se déroule bien, donc, il y a une sorte de contemporanéité entre les contractions de la mère et les poussées du bébé. Et pour la mère, c'est très jouissif parce que, bon, elle sent que le travail se fait, le bébé n'est pas en souffrance, la mère a un peu mal, mais elle sait qu'on s'achemine vers la fin du travail. Le travail n'est pas terminé. Et elle peut aussi ressentir une forme d'orgasme, de libération orgastique. Hein. Quand on vient à un orgasme, il y a une sorte de libération. Et la planète, c'est Pluton. Pluton, c'est le dieu des mondes souterrains. Et la quatrième matrice, c'est Uranus. Hein, à la naissance, le bébé est sorti. C'est la ligature du cordon ombilical. C'est le cri du bébé. Et c'est l'autonomie du bébé. Et c'est Uranus. Et c'est la liberté. Le bébé, il est autonome de sa mère. Hein, bien sûr qu'il a besoin d'aide. Il est autonome sur d'autres. Mais il respire tout seul. Et c'est apparenté à Uranus, qui est la dernière planète qui a été découverte, et c'est la découverte de l'Amérique. Et le bébé découvre ce nouveau monde qui est le monde humain. Voilà, les 4 matrices. Bonjour. Dans votre expérience, est-ce qu'on peut utiliser le terme de décorporation? Et est-ce que dans cet univers en dissolution que vous avez rencontré d'autres personnes? Non, je n'ai pas rencontré d'autres personnes. J'étais une déesse. Ça avait commencé, j'étais une déesse qui dansait pour le soleil. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'ai commencé à respirer très vite, l'énergie m'a fait danser. J'ai dansé comme une danseuse indienne. Là, mon corps, j'étais comme une petite... D'ailleurs, mon partenaire me disait, mais tu étais comme une petite déesse animée. Donc, et cette petite déesse, elle dansait pour le soleil. Puis d'un seul coup, j'avais plus de corps. Et j'étais vraiment dans une expérience, je vous l'ai dit, et je ne peux pas la décrire autrement. Les expériences spirituelles, quand elles sont extrêmement... C'est l'expérience du plein et du vide, en fait. On est dans quelque chose de plein, dans quelque chose de vide, et qui est presque indicible avec nos mots. Mais quand je suis revenue à la réalité, et puis après à l'expérience, j'ai eu une nostalgie incroyable de l'expérience. Mais incroyable. Maintenant, c'était important que je la fasse vivre dans mon quotidien. Donc, je suis allée me former aux États-Unis, et là, toute ma vie a changé. Ma vie personnelle, ma pratique, tout a changé. Oui, la nostalgie de l'expérience, ça me fait penser évidemment aux personnes qui vivent des expériences de mort imminente. Ils voient leur corps et ils n'ont vraiment pas envie de revenir, quoi. Et quand ils reviennent, on a l'impression de rentrer dans une combinaison qui est trop étroite. C'est difficile, je voulais pas. J'étais tellement bien. Et souvent, ils reviennent parce qu'il y a l'appel d'un enfant. Bon. Mais ce que tu décris, tu parles de nostalgie. C'est des mots plus... peut-être un peu moins forts, mais ça me fait penser à ça. Mais je n'avais pas du tout envie de rester de l'autre côté. Ouais. J'étais Non, pas du tout. C'était pas une expérience de mort imminente, c'était une expérience d'unité. J'avais plus d'ego. C'était une dissolution, mais qui n'avait rien de morbide, parce que quand on parle de dissolution, ça peut avoir quelque chose, c'est comme une extinction. Là, j'étais dans l'univers, donc j'avais plus d'intelligence personnelle, j'avais plus d'intellect. J'étais, en union. Ok, donc en ligne, tout le temps, on nous demande donc, en cas d'émergence spirituelle, comment trouver à qui s'adresser, tant au niveau de la qualité que de la discipline.
J'entends par discipline l'outil, exemple, chamanisme, gestalt, des psychologues intégratifs, il y en a peu en France. Oui. Donc des personnes qui vivent des expériences comme ça, grosso modo, à part venir sonner chez toi, on fait comment? Il y a une association des psychologues ouverts à d'autres dimensions, ou ceux qui font de la respiration holotropique. Et en fait, pour des personnes qui voudraient explorer cette voie-là, on procède comment? Alors, on regarde respiration holotropique sur Internet, on contacte des thérapeutes, et puis on voit aussi... Ce qui est important, c'est de vous assurer de la formation des thérapeutes. Parce que c'est la tarte à la crème, maintenant, la respiration holotropique. Assurez-vous que la personne est psychologue, ou psychanalyste, ou médecin. C'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'expérience clinique aussi pour pouvoir, je vous l'ai dit, vous ramener ici et maintenant si c'est nécessaire. Parce que parfois, le patient a du mal à revenir. Le chamanisme, c'est... Alors, moi, j'ai été formée au chamanisme aux États-Unis avec la FSS, Foundation for Shamanic Studies, qui est un organisme réputé, qui a été créé par Michael Harner. Je l'ai formée aussi par Sandra Ingerman. Ça ne remplace pas ni un soin médical, un soin chamanique. D'abord, je ne suis pas chamane, je suis une praticienne, je suis une psy qui a dans sa boîte à outils, dans sa palette, différentes couleurs. Et la pratique chamanique fait partie d'une des couleurs que j'ai. Ça ne remplace ni un soin médical, ni un soin, ni une thérapie. Si vous vivez une expérience spirituelle, et que vous avez des doutes, est-ce que c'est une expérience spirituelle ou une expérience psychotique, allez voir un psy ouvert à cela. Vous pouvez m'appeler et je vous donnerai des noms de gens que je connais. Ah ben voilà, c'est une recommandation. OK. D'autres questions dans la salle? Bonsoir. Merci pour votre partage super inspirant. Je voulais vous demander si vous avez pu expérimenter les constellations familiales, ce que vous en pensez, si c'était compatible. Voilà. Alors, je suis très curieuse, donc j'aime bien expérimenter. Oui, j'ai expérimenté des constellations familiales et j'ai pas été convaincue. Il y a souvent, on touche à des zones extrêmement délicates, subtiles, et donc la personne constellée va travailler avec des gens du groupe qui vont la représenter, et il y a souvent des confusions et des mélanges entre le vécu des personnes qui vont représenter la personne qui est constellée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pas le thérapeute qui va être le constellateur. C'est souvent les gens du groupe. Donc, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Je suis dans un groupe, Rémi est le thérapeute, et puis moi, je viens avec une souffrance familiale terrible. Donc, Rémi... Non, moi, je vais être le thérapeute. D'accord. Toi, voilà. Je vais être le thérapeute, et Rémi, tu viens avec dis n'importe quoi. Un rejet du père. Voilà. Ah oui, ton père, tu étais malheureux, ton père t'a méconnu. Oui. Est-ce que tu pourrais trouver dans la salle quelqu'un qui pourrait représenter ton père? Voilà, je sais pas. C'est un jeu de rôle, c'est comme un jeu de rôle en fait. Bon, voilà, non, mais oui, c'est... Non, mais moi j'ai des expériences négatives et je suis pas la seule. C'est pas un jeu, mais c'est comme un jeu de rôle, comme Oui, c'est ça. Et donc par exemple, personne, tu vas choisir. Alors, une personne va jouer le non, rôle. On va pas jouer ici, c'est pour. Oui. On joue pas à ça. Oui. Voilà. Donc tu vas choisir quelqu'un qui va représenter ton père, et la personne va ressentir un mouvement, ce que Hellinger a appelé le mouvement fondamental. Et puis la personne va avoir accès à tout un matériel. Parfois, il y a confusion entre le matériel, entre son matériel propre et celui et le tien. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très très. Et j'ai suivi deux ateliers avec Bert Hellinger, qui avait été le créateur de la méthode. Bon, c'était très intéressant, très passionnant. Mais j'ai travaillé avec des personnes. Moi, j'étais patient.
qui m'ont dit des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Voilà. Et Hellinger a bien fait comprendre qu'il fallait vraiment faire très, très, très attention et à ne pas prendre au premier degré ce que dit la personne qui représente le membre, le père, la mère. Il faut être très, 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 très vigilant. C'est la mode, et il y a des thérapeutes qui sont vraiment superbes, et puis d'autres qui n'ont pas la formation suffisante et qui jouent aux apprentis sorciers. C'est vraiment important, et je vous le dis, soyez vigilants et utilisez votre entendement, votre esprit critique. L'esprit critique, c'est vraiment important. Moi-même, j'utilise. Hein. Ok, monsieur. Oui, merci beaucoup. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez que pensez-vous des visioconférences, puisque vous avez fait allusion au fait que vous pouviez éventuellement être en Zoom avec quelqu'un, parce que ça ne me semble pas compatible à première vue avec la pratique de la psychologie et de la bonne prise en charge des patients, c'est-à-dire la présence physique. Je suis totalement d'accord avec vous. Je ne fais pas de thérapie sur Zoom. Je ne prends pas de patients que je ne connais pas sur Zoom. Bon, quelqu'un parfois peut me dire, est-ce que je peux avoir un entretien avec vous, un entretien préliminaire pour faire une thérapie avec vous? Donc, j'aurai un entretien préliminaire avec la personne par Zoom. Mais après, pour faire la thérapie, elle se fera en présentiel. Pendant le Covid, j'ai beaucoup pratiqué par Zoom, parce que les patients avaient besoin d'être suivis. Mais quand je pratique sur Zoom, c'est avec des patients que je connais. Et c'est toujours des thérapies verbales. Il n'y a pas d'état d'expansion de conscience, de MDR ou d'hypnose, rien du tout. C'est vraiment thérapie verbale, et les patients savent qu'ils peuvent toujours me joindre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Très bien, monsieur. J'ai une question, je voulais savoir comment une dernière. Est-ce qu'elle a apporté beaucoup, justement, dans le développement de spirituel, notamment chamanisme en France, par rapport aux gens qui sont posés depuis des années et qui refusent cette vision des choses. Corinne Sombrel fait un travail qui est très sérieux. Hein. D'ailleurs, elle a vraiment besoin, elle a voulu faire valider son approche. Mais ce n'est pas du tout l'approche, moi, à laquelle j'étais formée aux États-Unis. C'est complètement différent. Elle travaille beaucoup avec des boucles sonores, avec des sons. Mais c'est quelqu'un de très bien, de très compétent et tout à fait sérieux. Et bon, tout dépend avec quel type d'approche chamanique vous êtes. Vous êtes bien. Hein. J'ai fait deux stages avec elle. Elle est impeccable. Bon, il faut que ça vous parle. Mais l'approche chamanique, on ne peut pas pratiquer le chamanisme dans le monde occidental comme on le pratique dans les civilisations premières. Moi, je vous le disais tout à l'heure, je pense que la psychanalyse, c'est un outil chamanique. Et je pense que Jung était un chaman, hein, et que Freud était un chaman, mais qui ne voulait pas le... Bon. Et on travaille avec de l'invisible. Les visibles, l'inconscient n'en parle, mais on ne le voit pas. Et Freud disait que s'il renaissait, s'il revivait une autre vie, il s'intéresserait de près à l'occultisme. L'occultisme, c'était le mot ancien pour l'ésotérisme. Il s'intéresserait à l'ésotérisme. Hein, son travail autour des rêves, c'est un travail quelque part ésotérique. Ah ben c'est encore j'allais dire, pas le seul, mais le principal domaine pour lequel il reste une exploration qui est insondable. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Merci encore. Je crois qu'on peut applaudir encore une fois Martine. Merci à vous, merci à toi pour ton accueil, Rémi. C'était très chouette.